Salut Pouria, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans ton bureau à l'Assemblée nationale parce que tu es député de Paris, membre du groupe écologiste et social. Et si je t'ai invité, c'est parce que, entre mille autres, tu es franco-iranien, tu es né en Iran et je voulais parler avec toi de ce qui s'y passe depuis maintenant quelques jours. Une révolte est en cours, une révolte qui sourdait auparavant. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que le régime est maintenant confronté à des oppositions de plus en plus manifestes. Là, elles ont pris un aspect concret avec des manifestations, des mobilisations, qui a poussé le régime récemment à prendre des mesures drastiques, notamment couper Internet à l'ensemble du pays, qui a tiré dans la foule. Il y a déjà plusieurs centaines de morts, même si c'est très compliqué de savoir exactement ce qui s'y passe, puisqu'ils sont un peu coupés du monde. Toi, j'imagine que tu suis la situation avec attention. Quel est ton premier regard sur ce qui s'y passe? Comment est-ce que tu qualifierais ce qui est en train de se passer? J'ai utilisé le mot de révolte, on entend parfois le mot de révolution, d'autres utilisent le mot émeute. Toi, comment tu le qualifies? Ouais, je crois qu'on est dans un processus révolutionnaire qui a commencé en 2008, en 2009. Et d'ailleurs, en 2009, c'est le point de départ de ce qu'on a appelé ensuite le printemps des libertés, en fait le printemps arabe, qui a paradoxalement commencé en Iran. 2009, c'est le début d'une contestation formelle du régime, parce qu'il s'agit de dénoncer un vol électoral. C'est la fameuse élection de Moussavi, qui a donné lieu à ce qu'on appelait à l'époque le mouvement vert. Et pour la première fois depuis l'instauration de la théocratie, il y a une appropriation du jeu électoral qui était plutôt boudé par les Iraniens, qui était perçu pour ce qu'il était, c'est-à-dire une façade, et qui, parce qu'il a été utilisé par les Iraniens, a donné un résultat qui était exactement ce qu'attendait le peuple, c'est-à-dire un changement. La seule possibilité de changement qui était offerte à ce moment-là, donc ça remonte à loin déjà, ce désir de changer, a été utilisé. Et la réponse, déjà, était la même, c'est-à-dire la répression massive. Et on a eu déjà des premières vagues de massacres, faut appeler ça comme ça, d'arrestations, d'exécutions, parfois sans procès. Et on a ici d'ailleurs d'éminents réfugiés qui ont fait leur vie depuis en France, qui sont passés par des ONG, qui s'engagent. Et cette séquence-là, elle a non seulement eu des conséquences géopolitiques régionales, on en parlera après, mais pour l'Iran, ça a été, je crois, le début de cette idée que il y a une légitimité à faire valoir son droit en tant que peuple collectif. Ça a continué, d'abord plus sourdement dans la société, avec des comportements individuels de défi, dans le monde des arts en particulier. Le rap iranien est très répandu. Le comportement et l'apparence des femmes qui volontairement, petit à petit, se décoiffaient, jouaient sur les centimètres, bref, tout ce qui pouvait être dans les interstices des interdits de la loi était occupé, en tout cas les Iraniens s'engouffraient dedans. Il y a eu des mouvements sociaux très importants, la société iranienne est très structurée. En 2011, il y en a eu aussi dans les années 2015. En 2018, il y a eu un mouvement social massif, lui aussi réprimé. 2022, Femmes, Vie, Liberté, le grand mouvement qui a un vrai tournant presque identitaire de la société iranienne, avec les femmes en première ligne. Et puis là, maintenant, je crois que c'est la suite du processus. Et ce qui est intéressant, c'est que les périodes se raccourcissent. On va dans des périodes de plus en plus fréquentes. Donc moi, j'ai le sentiment que c'est un processus révolutionnaire qui a commencé en 2009 et qui, là, est en train d'arriver à son terme. Et comme tout processus révolutionnaire, on ne sait pas où il mène, mais il est à peu près certain que le régime est vers sa fin. Les processus révolutionnaires, parfois, pas tout le temps, ils sont un tant soit peu organisés. C'est-à-dire que tu as des groupes identifiés, constitués, structurés, qui peuvent ou bien être embarqués dans le mouvement révolutionnaire, ou bien même parfois essayer de prendre les devants et de le mener. Est-ce que il existe en Iran, selon tes connaissances, de tels mouvements / groupes
ou bien est-ce que c'est comme parfois on a un peu l'impression, je regarde beaucoup de vidéos, enfin j'essaie de me renseigner un maximum sur ce qui se passe en Iran, et on a l'impression que c'est un peu un mouvement diffus, c'est-à-dire que t'as l'impression que les gens sortent dans la rue, ils suivent une femme qui crie femme, vie, liberté, et ils marchent dans la rue. Mais est-ce qu'il y a des organisations qui existent nécessairement secrètes, puisque genre immédiatement elles seraient interdites par le régime, ou bien est-ce que c'est un mouvement complètement horizontal? Moi, je pense que c'est plutôt horizontal. Il y a sans doute des structures qui existent, plus ou moins clandestines en effet, mais la société iranienne, c'est une société très éduquée. Il y a proportionnellement, comparativement à d'autres pays où le niveau d'éducation est élevé, en Iran, un taux de scolarisation, y compris dans l'enseignement supérieur, comparable. Il y a plus de femmes étudiantes que d'étudiants. Il y a plus de femmes médecins que d'hommes médecins. Et donc, dans cette société où il y a quasiment, hormis les syndicats, une interdiction d'intermédiation entre le peuple et la théocratie, de facto, dans la société, une culture de la conversation qui, petit à petit, se construit comme mouvement. Un peu, j'aime pas les parallèles historiques, mais je dirais un peu comme avant la Révolution française, où si plutôt les conversations, on appelait conversations de salon. Bon, la comparaison n'est pas bonne, mais ce que je veux dire, c'est que je crois pas que ce soit organisé vraiment. Et puis d'une certaine façon, le poids des organisations dans les mouvements révolutionnaires, j'en ai toujours un peu douté. Pendant la prise du Palais d'Hiver en 1917, les bolcheviks, ils étaient en réunion. Donc, je pense que c'est au fond, dans la société, il n'y a pas une famille qui n'est pas concernée par un mort, par une répression, par l'humiliation quotidienne que vit une des membres de la famille en tant que femme. Et puis, il n'y a pas une famille qui n'est pas concernée par un jeune ou une jeune qui est à l'université, qui a donc un niveau de compréhension et de sens critique de la société qui lui est proposée. Et donc, je pense que ça joue énormément. Bref, la société iranienne, elle travaille en profondeur. Enfin, je pense en tout cas. Moi, je n'y vis pas. Mais des quelques contacts que j'ai, les rares fois où j'ai pu y aller, j'ai toujours eu le sentiment que le défi au régime était permanent. Il y a dans les médias français donnent la parole à certains membres d'organisations de résistance. Donc il y a des conseils. Alors c'est souvent des gens dans la diaspora qui sont pas dans le pays parce que sinon ils seraient en prison. Mais il y a aussi une espèce de focale qui est mise en ce moment sur le fils Pahlavi, le fils du Shah, qui est parfois présenté comme une alternative au pouvoir des mollahs en Iran. Donc là, on voit que de la part de ces deux types d'organisations qui sont totalement concurrentes et totalement divergentes dans leurs propositions pour le pays, il y a une tentative, non pas de récupération, mais de dire, voilà, s'il n'y a pas les mollahs, nous on se propose, quoi. Comment est-ce que tu juges les uns et les autres dans leurs revendications et dans leur façon de faire de la politique depuis l'extérieur de l'Iran? D'abord, pour ce qui est du Shah, je vais essayer de m'extraire d'une problématique personnelle, puisque moi, ma mère en a été victime directement, et de façon douloureuse et intime. Et donc, tu imagines bien que je suis pas du tout enclin à appréhender son éventuel retour ou son installation comme étant une bonne nouvelle. Mais pour une raison plus fondamentale aussi, qui est que je n'ai jamais vu un fils de dictateur devenir autre chose qu'un dictateur lui-même. J'ai pas d'autres exemples dans l'histoire. Mais au fond, ce que dit le nom du Shah qui surgit, c'est un terrain de jeu de la géopolitique contemporaine. Chacun a sa carte en main. Dans les grandes puissances du monde. Les Chinois bénéficient du pétrole iranien, qui est un pétrole plus raffiné que le pétrole vénézuélien. Et c'est important pour plein de raisons. Deuxièmement, la Russie bénéficie des armements iraniens pour aller bombarder l'Ukraine. Il reste donc à Trump l'obligation pour lui de jouer aussi sur ce jeu-là, et il a sorti cette carte du fils du Shah, qui est résident aux États-Unis, qui il y a encore quelques années disait qu'il n'avait pas beaucoup de lien avec ce pays au fond, et qui se dit là maintenant disponible. D'une certaine façon, c'est un pied de nez de l'histoire, parce que son père était déjà un pantin de la CIA, et son fils redevient d'une certaine façon le même ersatz. Donc,
Bon, ça c'est pour le Shah. Pour la diaspora en général, je crois que elle n'est pas si organisée que ça, même s'il y a des forces politiques qui sont depuis l'étranger organisées dans des chapelles différentes. La société iranienne est très politique, donc très divisée aussi, un peu comme nous, entre des nationalistes, des royalistes, ils existent quand même, hein, d'autres héritiers du régime, comme des moudjahidines qui ont quand même contribué à installer Khomeini, puis qui s'en sont départis depuis. Mais dans la diaspora, c'est surtout des strates. Il y a eu la vague, moi j'en suis, qui a fui le Shah. Puis la vague qui a fui la révolution. Ce sont plutôt les proches du Shah qui sont partis pour protéger leurs biens. Donc déjà, c'était pas la même. Mais c'est à peu près dans la même période, partir un peu avant et partir un peu après la révolution. Puis ensuite, il y a eu ceux qui ont soutenu Khomeini, puis qui tout de suite en ont été les victimes. Troisième strate. Et puis il y a eu une part d'immigration économique, de ceux qui ont bien vu que, bon, parce que c'était la guerre, il fallait fuir le pays pour nourrir. Puis ensuite, il y a le mouvement vert, et puis etc., etc. Et donc ces strates-là correspondent à des consciences politiques différentes dans la période contemporaine de l'Iran. Et ce qui est intéressant en Iran, pour le coup, c'est que pour la première fois, c'est ça la nouveauté, je crois, de ce mouvement, c'est qu'il réunit les différentes couches de la société. Du bazar, des étudiants, des femmes qui ont fait Zan Zendegi Azadi, et d'une partie de l'opinion qui jusque-là était plutôt sur des revendications propres. Le monde syndical est rentré dans la bagarre ces derniers jours. Et donc c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une capacité, une dynamique unitaire profonde, sans qu'elle soit proclamée. Et cette dimension unitaire, c'est-à-dire qu'il demande d'abord le départ du Shah, du lapsus, qui demande d'abord le départ des mollahs, et qui ensuite, j'imagine, exige évidemment du pain, de l'électricité et la liberté, et sans doute ce qui va donner le plus de force à la diaspora, et j'espère enjoindre la diaspora active. Moi, j'en suis pas, je suis héritier de cette histoire, mais je suis pas membre actif de la diaspora, à s'unir, ce qui est inédit, parce que pour le moment, y compris à l'étranger, les Iraniens sont plutôt divisés. Mais ils étaient divisés parce que il y a les jeunes qui reprochaient aux anciens d'avoir été responsables de l'arrivée de Khomeini, et c'était des disputes permanentes sur la relecture de la révolution de 79, qui pour moi n'était pas une révolution religieuse, hein, c'était d'abord une révolution sociale. Il y a eu un coup d'État religieux dans la révolution. Qu'est-ce qui, selon toi, fait encore tenir, ou on va dire depuis 2009 au moins, et le début de ce processus révolutionnaire que tu décrivais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait encore tenir le régime des mollahs? Cette semaine, on a vu d'organiser, en tout cas ces images qui ont été promues par le régime, hein, une grande mobilisation de soutien aux mollahs et au régime et à la nation iranienne telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne sais évidemment pas les gens qui étaient présents, est-ce qu'ils soutiennent vraiment, est-ce qu'ils y sont allés avec un pistolet sur la tempe, enfin on sait pas trop, mais en tous les cas, est-ce que tu penses que ce régime bénéficie encore à une partie de la population? Est-ce qu'il a encore un tant soit peu de légitimité auprès de certaines personnes, ou c'est juste via les gardiens de la Révolution et la violence de ces gardiens de la Révolution qu'il se maintient au pouvoir? Je pense qu'il a une base sociale, mais qui se réduit. Sa base sociale, tu l'as dit, c'est les gardiens de la Révolution, les Pasdaran et tous les autres, qui sont d'abord un système économique de corruption et de captation et de prévarication des richesses du pays. C'est comme ça qu'il tient. Il tient aussi parce qu'il a toujours su trouver des substituts aux effets des contraintes économiques et des blocus, notamment à travers la Chine et la Russie. Et donc, il y a toujours eu ces espaces qui donnaient de l'air un peu au régime et qui donnaient en même temps que de l'air une forme de légitimité. Et puis, il y a eu aussi, il faut dire, une capacité diplomatique puissante de l'Iran à faire durer très longtemps les négociations sur le nucléaire, parce qu'il y a une intelligence diplomatique du régime iranien, on l'a vu jusqu'à il y a peu, et donc tout ça lui a donné du sursis. Mais c'est un régime à bout de souffle, il s'épuise, ses ressources se font plus rares. La contestation y compris des fortunes établies en Iran, est de plus en plus forte, parce que on ose dire maintenant qu'il y a des corrompus, y compris les fils de dignitaires qui exhibent leur richesse, tandis que le peuple, lui, est dans une situation... et leur liberté. Exactement. Donc... moi, j'ai pas trop d'inquiétude
sur comment dire, la solidité de ce régime. Je veux dire par là que je pense qu'il est de plus en plus faible. Mais il a encore des armes, à commencer par celle qui tue. Il a encore des pouvoirs de négociation parce qu'il pèse encore, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la Russie et à la Chine. Ça compte dans les voies de recours, voire même de secours de l'Iran actuel. Donc la partie n'est pas jouée et la messe n'est pas dite tout de suite encore. Il va falloir, alors je crois en tout cas que on aide activement le peuple iranien. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des sanctions directement sur les dignitaires qui sont directement responsables et des massacres en cours. Et pour ça, donc, il faut une enquête, des enquêtes pénales internationales. Il faut absolument solliciter tous les outils du droit international pour que des enquêtes puissent établir et concourir à l'établissement de la vérité sur les responsabilités. Ensuite, il faut tout de suite, là même avant ces enquêtes, ou en même temps, envoyer des terminaux de connexion Internet pour être des substituts efficaces à Starlink, si Starlink est encore coupé par le régime. On l'a fait avec Eurotel, je crois, pardon du terme, j'ai oublié, qu'on a envoyé en Ukraine. Des terminaux qui permettent de contourner les VPN, etc. Donc ça, ce sont des aides immédiates et concrètes. Et puis, les forces progressistes, elles sont concernées parce que dans tout mouvement de ce type, il y a une part universelle qui nous concerne évidemment, plus elle est d'époque, et je crois qu'il faut ouvrir grand nos locaux, nos réseaux, à toute la diaspora dont tu parlais tout à l'heure, pour qu'elle puisse, dès lors qu'ils sont mus par un idéal démocratique, pouvoir s'organiser et décider de la suite en soutien à leur pays, à leur famille qui se battent là-bas. Tout à l'heure, dans la chronologie que tu as faite depuis 2008, tu as un peu mentionné la question diplomatique et notamment tout l'art diplomatique iranien, notamment sur les négociations sur le nucléaire au milieu des années 2010. Mais il y a eu aussi assez récemment quelque chose, je ne sais pas dans quelle mesure ça a changé quelconque donne, mais les bombardements de certains sites, notamment nucléaires et militaires iraniens, par l'armée israélienne. Ça, et on voit aussi, tu as parlé de Starlink, les tentatives d'ingérence directe de la part de Donald Trump, qu'on n'est pas à son premier coup en la matière. Ça, dans quelle mesure ça peut faire bouger, ça peut modifier en fait les dynamiques en cours à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il peut y avoir un resserrage nationaliste en se disant oulala, non, on n'a pas, genre les Américains, merci, vous restez, et les Israéliens, vous restez en dehors de nos frontières, ou au contraire, est-ce que ça peut participer aussi de l'affaiblissement du régime des Mollahs? Les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y a eu au début des interventions illégales des Américains et des Israéliens, une forme de stupéfaction, de sidération, peut-être un désir sourd que le régime tombe, mais comme tout de suite les bombes vont cibler les civils, évidemment le ressentiment à l'égard de ces bombardements s'est fait plus entendre. Mais il y a eu des effets quand même, parce que les sites nucléaires ont été bombardés, parce que des dirigeants militaires, mais des ingénieurs aussi du nucléaire ont été assassinés ou enlevés. Du coup, le régime est affaibli. Et c'est sans doute cet affaiblissement qui met aujourd'hui le régime iranien dans cette situation, un peu comme un lion en cage, qui décide, parce qu'il n'a quasiment plus que ça pour exister, d'utiliser la force absolue, sans visiblement se soucier du nombre de morts, parce que même en coupant Internet, il sait parfaitement que on aura les chiffres, on aura la réalité du niveau de massacre en cours. Là, à l'heure où je parle, on a commencé notre entretien avec quelques centaines de morts, c'est déjà 100 morts de trop. En entrant dans la salle, j'avais un chiffre de plusieurs milliers qui commençait à circuler. On n'en sait rien, je veux dire, on est aussi dans un moment où il faut toujours prendre avec prudence, c'est pas un journaliste que je vais apprendre les informations qu'on nous donne, mais il semble manifestement que le massacre est d'une ampleur bien plus terrible que ce qui nous est annoncé depuis hier. Il y a ceux, bien sûr, qui peuvent tuer dans les manifestations en tirant dans la foule, et puis il y a tous les prisonniers politiques qui peuvent aussi exécuter dans les prisons, et c'est ces chiffres-là qui sont les plus compliqués à avoir. J'ai une dernière question pour Ya. J'ai posé la même question hier à une chercheuse franco-vénézuélienne sur le Venezuela, la façon dont elle jugeait
la position de la gauche française ou des gauches françaises sur la question du Venezuela. Toi, quand tu vois les différentes prises de position, parce que tout le monde, ce qui se passe en Iran est quelque chose d'important, quand tu vois les prises de position des uns et des autres, tu te dis la gauche française a compris ce qu'il se passait, ou au contraire tu te dis qu'est-ce que c'est que ces mots qui sont utilisés, qu'est-ce que c'est que il y a peut-être parfois des systèmes en fait qui sont posés en fait sur les pays de l'extérieur sans trop comprendre et qui ne correspondent pas exactement à la situation, à toi ce que tu penses être la réalité des processus. Voilà. Comment tu te positionnes par rapport à ça? D'abord, il y a l'histoire par rapport à l'Iran, et en 79, toute la gauche n'a pas été exemplaire. Il y a eu une erreur d'analyse, mais qui a coûté cher, qui a été de considérer que l'arrivée de Khomeini au pouvoir était plutôt une bonne chose, parce qu'il fallait avant tout se débarrasser d'un dictateur sanguinaire. Par ailleurs, le Shah était vraiment un dictateur sans foi ni loi et sans pitié. Mais du coup, ça n'a pas permis la distance qu'il aurait fallu installer avec à cette époque, avec les mollahs, qui ont fait croire, notamment l'ayatollah Khomeini, qui ne voulait juste occuper qu'une fonction symbolique, et qui en réalité ont pris le pouvoir, ils ont pris le pouvoir et on en pris tous les leviers. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Disons qu'on est tous sous l'effet de la sidération. Et personne ne soutient les mollahs dans la gauche française. Heureusement, non. Et tout le monde souhaite le départ de ces mollahs. Je crois que d'ailleurs, ça fait plutôt consensus ici. Mais il faut veiller à ce qu'il y ait un message politique qui soit identifié comme étant celui de la gauche. Et ça, c'est vrai que dans la géopolitique du moment, c'est compliqué. Il n'y a plus d'international progressiste digne de ce nom. Elle est elle-même à l'image de la gauche dans beaucoup de pays, c'est-à-dire en recul devant une offensive réactionnaire qui existait dans de nombreux pays, en Iran, mais aussi en Russie, aux États-Unis, en Hongrie. Enfin bref, la planète entière est en train de vivre sous devant la montée de la vague réactionnaire. Et enfin, peut-être que les progressistes, de façon générale, et la gauche, sont aussi sous l'effet de sidération d'un droit international qui part en décrépitude. Là où on a peut-être tort, c'est de ne parler que des libertés, qui sont fondamentales, même que des questions économiques, sans aborder le reste. C'est-à-dire les dimensions géopolitiques, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, il y a aussi une dimension écologique, qui est fondamentale. Il n'y a plus d'eau en Iran. C'est le pays où on a inventé les canaux et la canalisation. L'année dernière, ils envisageaient de faire bouger l'entièreté de la population de Téhéran parce qu'il y avait plus, si au bout de quelques mois, il y avait plus. Ils ont même été faire exploser des nuages pour faire advenir la pluie. Du coup, il y a parfois une facilité d'expression qui se contente de l'empathie et la compassion juste avec un peuple qui subit l'oppression, sans essayer de comprendre en profondeur que leur combat et leur réalité est aussi la nôtre. Tout ça sont évidemment des économies, des sociétés interdépendantes, et que, au-delà de la compassion, au-delà de l'empathie, c'est de notre intérêt que l'Iran trouve une solution démocratique. Et ça passe tout de suite par des sanctions économiques, des sanctions politiques, des enquêtes internationales, l'ouverture des canaux de communication partout où on peut, et des réseaux de solidarité, y compris financiers, de cotisation. Je pense qu'il faudrait lancer une souscription pour aider le peuple iranien, là. Merci beaucoup Pouria. J'espère que tu seras entendu et que que globalement on trouvera les voies et moyens, nous en tant que peuple français, pour aider à la hauteur que l'on peut le peuple iranien dans ses combats. Je pense au nom de l'international, justement, de notre internationalisme. Ouais, on peut en connaissant mieux ces sociétés-là qui nous paraissent quand même un peu lointaines. Et puis je crois vraiment en ouvrant nos réseaux, et pourquoi pas en lançant une souscription. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup, Pouria.